Bonjour à toutes et à tous, je suis Thomas Ebélé, je suis cofondateur de Slow We Are. Je suis ravi de vous accueillir ce soir pour ce premier live consacré à comment inverser la tendance de la fast fashion grâce à l'artisanat. Et pour m'accompagner dans ce live, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Goujon, cofondateur de Ngo Shoes. Bonjour Kevin, comment Bonjour Thomas, vas-tu? bonjour à tous. Alors, Kevin, je te propose de commencer par te présenter et puis présenter Ngo Shoes par la même occasion. Ouais, très bien. Donc Kevin, je suis cofondateur de Ngo Shoes. Donc pour ma part, j'ai 32 ans, je suis nantais et puis j'ai cofondé Ngo il y a 6 ans maintenant avec Ronan, qui est donc un ami d'enfance. L'idée, elle n'est pas venue de nos formations puisque moi j'étais expert comptable, en tout cas destiné à être expert comptable. Et lui, Ronan, a travaillé longtemps au Vietnam pour une ONG. Et c'est plus nos différents voyages, notamment en Amérique latine. On a découvert différentes formes d'artisanat, de savoir-faire et nos valeurs qui nous ont menés vers l'entrepreneuriat. Ça aurait pu être autre chose que la chaussure. Ce qui nous intéressait, c'était le cercle vertueux qu'on allait mettre en place dès le début. Et donc, ce travail avec ces artisanes, 3 coopératives maintenant, qui font ces tissages à la main, ce savoir-faire ancestral qu'on met en avant, qu'on valorise sur nos produits et qui fait l'identité et l'originalité de la marque. Donc Ngo, qui est maintenant une marque de basket et de sac à dos, qui repose donc sur 3 piliers: le commerce équitable, la solidarité avec la construction d'écoles au Vietnam et l'éco-responsabilité. Ben, merci Kevin pour cette présentation synthétique. On va aller un petit peu plus dans le détail maintenant pour attaquer tout de suite le sujet. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler pendant des heures, mais la fast fashion, c'est quelque chose qu'on a tous découvert et on est tous les deux à notre échelle des acteurs qui essayent de changer cette problématique et puis de convertir. Nous, on souhaite avoir une mode plus vertueuse, plus responsable. C'est la mission qu'on s'est fixée avec Slow We Are. Toi, Kevin, avec Ronan, vous avez décidé de créer des produits, d'être une marque qui a des convictions et puis qui met ça en action, en pratique. Donc, est-ce que tu peux parler un petit peu du déclic et qui vous a amené à nécessiter en fait de repenser l'industrie de la mode? Alors le déclic, ça a été le Rana Plaza en tout cas, c'est ce qui nous a mené vers la mode, ce qui nous a fait prendre conscience de l'impact à la fois environnemental et social. On en parle, à mon sens, pas assez, mais il y a un impact négatif d'un point de vue social pour l'industrie de la fast fashion. C'est ça qui a été le déclic pour nous pour créer Ngo. On voulait agir sur cette industrie et y incorporer plus d'artisanat, de savoir-faire. Alors pour ma part, je suis très mauvais de mes mains et je crois que c'est ce qui fait que je suis autant fasciné de voir ce que peuvent réaliser les autres de leurs mains. Et c'est ça qui m'a motivé à créer Ngo. Je traînais pas mal dans les marchés de créateurs, donc je le disais plutôt en Amérique latine à l'époque. Et j'ai vu des projets se faire autour de ça. Je me suis dit, pourquoi pas allier quelque chose d'ancestral qui n'était pas du tout destiné à aller sur la chaussure, hein, puisque les tissages à la main qu'on fait avec ces artisanes, donc c'est des grandes bandes de tissu qui sortent de vieux métiers à tisser en bois. Habituellement, elles vont plutôt l'utiliser pour des accessoires, sacoches, porte-monnaie, etc., destinés au marché touristique, mais pas forcément et même pas du tout à des chaussures. Et d'ailleurs, quand on leur a montré le résultat final sur les chaussures, elles étaient agréablement surprises. Donc voilà, en quelque sorte, on a voulu innover en alliant ce savoir-faire ancestral, le préserver, le valoriser, avec une mode actuelle, on va dire européenne, en essayant d'agir sur un pays, le Vietnam, qui est malheureusement plus connu pour son industrie et avec des grandes marques qui sont là-bas comme Nike, Adidas et autres, plutôt que pour ses multiples savoir-faire. Il y a énormément de minorités ethniques avec beaucoup de savoir-faire ancestraux. Et nous, c'est ça qu'on veut chercher aussi à montrer. Certains nous disent, mais il y a aussi l'artisanat en France. C'est vrai, et je ne dis pas qu'un jour, on n'ira pas sur d'autres artisanats dans d'autres pays.
mais il se trouve que Ronan a vécu longtemps là-bas, est tombé amoureux de ce pays et ça faisait sens pour nous, avec en plus ce lien multiculturel qui nous tient à cœur, d'autant qu'on travaille sans intermédiaire avec ces artisanes. Donc voilà, il y a un côté... alors, moi, je ne parle pas vietnamien, mais Ronan parle vietnamien, donc ça rajoute un côté authentique à notre aventure et c'est tout ce qu'on voulait. Voilà, donc ça oblige aussi à revoir les choses naturellement de manière plus slow, puisque il y a qui travailler à la main, dit prendre le temps, dit voilà, en fait, de fait, on va vers la slow fashion. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire des volumes, hein. On a toujours été en croissance, l'entreprise se développe et va continuer de se développer, mais on est sur des façons de faire qui forcément sont à l'opposé de la fast fashion, sur le côté prod avec le fait main, mais aussi évidemment sur toute la partie commerciale et communication de la marque. Je crois qu'il n'y avait pas une histoire avec le Pérou. Si. Alors en fait, notre premier voyage avec Ronan, c'était après le bac, à 18 ans. On est parti 2 mois au Pérou pour travailler pour une asso que sa tante avait créée, donc une asso qui crée des crèches dans les bidonvilles. Et donc, on a aidé à construire une crèche dans un bidonville à Arequipa, au Pérou. Et on était logés en famille d'accueil. Donc, au-delà du... Alors, il y a 2 choses, hein. Il y a le projet pour la scolarisation qui fait sens avec ce qu'on fait aujourd'hui avec l'ONG saoudienne, où on reverse 2% de notre chiffre d'affaires. Donc, quand on a, au début du projet, fait appel à plein d'assauts avec différents projets, on a sélectionné l'ONG saoudienne aussi pour ça, c'est que ça faisait le lien avec ce qu'on avait fait au Pérou. Et puis, c'est aussi notre premier voyage et ce qui nous a ouvert à l'aventure, au voyage. Après, on en a fait plein d'autres. Moi, j'ai adoré l'Amérique latine, j'y suis retourné de nombreuses fois. Et c'est ce qui a fait qu'on a découvert le savoir-faire, l'artisanat de là-bas, que j'en ai parlé à Ronan, que lui a rapporté le Vietnam parce qu'il revenait de plusieurs années passées à travailler pour une ONG là-bas. Donc finalement, il y a beaucoup de choses qui ramènent à ce premier voyage au Pérou. Je pense que la première germe, elle a été là-bas, donc c'était en 2010. Et on en a compris le sens que quelques années après. Mais en effet, c'était les premiers prémices de Ngo Shoes. Bon, peut-être un futur développement au Pérou, alors. D'autres projets qu'on avait eus, c'était avant le Covid. On avait été invité par Réseau Entreprendre en Guyane française pour parler de ce qu'on faisait. Et il y a beaucoup de minorités ethniques, justement, en Guyane française, avec un peu le même sujet, notamment les Amérindiens qui ont ces savoir-faire, qui se perdent. Et on les pousse quelque part à sortir de leur village pour aller faire d'autres métiers. Et ça les perturbe énormément d'un point de vue social. Et on nous avait dit pourquoi ne pas travailler avec eux. Alors le Covid était venu un peu stopper tout ça. Aujourd'hui, on n'a pas de projet concret en dehors du Vietnam, mais ça fait partie des choses où on se dit pourquoi pas un jour travailler avec d'autres artisanats dans le monde, y compris en France, pour soutenir des minorités ethniques, un savoir-faire et avoir faire en sorte que ces tissages ou plus globalement ces savoir-faire ancestraux qui ont tendance à se perdre puissent se préserver. Pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, je voulais te demander en fait en quoi l'intégration de l'artisanat finalement permet de valoriser les compétences locales et puis de préserver finalement ces savoir-faire traditionnels. Alors, donc nous, pour la partie vietnamienne, ce sont les Thaï blancs principalement avec qui on travaille aujourd'hui, qui est une minorité donc au Vietnam, et qui a ce savoir-faire ancestral. C'est-à-dire que ça fait depuis des années et des années que ces villages vivent de savoir-faire, principalement avec le milieu touristique. Sauf que le milieu touristique, c'est instable. On l'a vu avec le Covid, où le Vietnam a fermé ses portes et ça s'est brutalement arrêté. C'est aussi un secteur qui n'est pas toujours très, très juste, très fair. Elles ne sont pas toujours rémunérées à leur juste valeur pour leur travail. Donc, malheureusement, c'est un savoir-faire qui se perd et qui les oblige à faire de longs trajets, aller loin, puisque elles sont pour la plupart plutôt au nord du pays, dans des zones marginalisées, reculées. Donc, aller loin, aller dans des villes pour vivre de d'autres métiers qui ne sont pas leur passion et qui ne sont pas l'histoire de leur famille et de leur village.
Donc l'envie, c'est de préserver ça, d'en faire autre chose, quelque chose de nouveau, parce qu'encore une fois, ça n'était jamais arrivé que ça se retrouve sur la chaussure. Donc c'est la preuve on peut innover dans quelque chose d'ancestral et de trouver des liens avec tout ça. Et puis, nous, en fait, de faire vivre un écosystème. C'est-à-dire qu'au début, il y avait, dans la coopérative principale de Maïcho avec laquelle on travaille, il y avait 2-3 métiers à tisser. Aujourd'hui, il y en a une dizaine. Donc, elles ont pu agrandir la coopérative, structurer la coopérative, former de nouvelles femmes de leur village ou des villages environnants à savoir-faire. Et elles s'organisent entre elles. Donc, elles organisent aussi leur vie personnelle autour de leur travail. Elles sont à côté de leur travail. Elles s'organisent donc. Je dis elles parce que c'est uniquement les femmes qui ont le savoir-faire au Vietnam. Elles s'organisent entre elles sur leurs horaires, sur qui va venir à la coopérative tel jour, etc., etc. Bref, au-delà de juste un boulot, ça les aide dans leur mode de vie et dans la gestion de leur mode de vie. En France, on parle beaucoup de l'équilibre vie pro, vie perso. Finalement, c'est un peu la même chose là-bas. Et ça vient aussi aider et soutenir tout ça. Et donc, ça a des impacts sur la vie de leur famille et leur vie personnelle. Bah, tu vois, tu as déjà répondu à la question suivante que j'allais te poser sur les avantages sociaux et économiques de cette approche pour les artisanes. Mais il y a aussi autre chose, tu parlais de Saobienne, c'est un autre projet enfin, qui est annexe mais complémentaire, c'est finalement la construction des écoles qui permet finalement à ces femmes de libérer du temps et de pouvoir consacrer plus de temps du coup à l'artisanat. Ouais, tout à fait. Donc, alors, on dissocie bien les deux, hein, ce qu'on fait avec l'ONG Saobienne et ce qu'on fait avec les artisans. Et en effet, l'ONG Saobienne, donc c'est eux qui sont en lien avec les autorités locales pour définir les besoins en matière d'infrastructure. Donc là encore, c'est au nord du pays, dans des zones difficiles d'accès où il y a pas d'école, mais pas que. Il manque cruellement d'infrastructures tout court. Et donc, ils viennent faire 6 à 7 projets par an d'école. Et nous, on a réussi jusqu'à maintenant à financer un projet par an, donc une école par an, soit à peu près 300 enfants scolarisés depuis le début. Alors, encore une fois, c'est pas des écoles comme chez nous avec des grandes cours de récré et des paniers de basket, mais c'est des salles de classe qui permettent d'avoir un endroit sécurisé et adapté pour être scolarisé. Et ensuite, l'ONG se met en lien avec d'autres assos pour tout ce qui va être fourniture, les profs, s'assurer que ça reste bien une école, etc. Donc nous, on suit ces projets, on choisit le projet à la base déjà, on suit les projets et puis après, on va voir les projets. Ronan est au Vietnam en ce moment pour 2 mois et il va aller voir, comme à chaque voyage, les différentes écoles, les derniers projets d'écoles qu'on a pu créer. Et un dernier sujet sur les artisans alors ça qu'on a plus, on s'en est plus rendu compte en le faisant. En fait, vu que ce sont les femmes qui ont ce savoir-faire, que c'est un pays qui reste quand même malheureusement très machiste, mine de rien, elles sont aussi une émancipation financière du fait de leur indépendance. Elles sont en coopérative, elles sont indépendantes, ce sont que des femmes dans la coopérative, et elles s'organisent entre elles et se répartissent les revenus entre elles. Donc, mine de rien, dans la gestion de leur vie personnelle et de leur couple, c'est quelque chose de très important. Et ça, c'est de notre expérience qu'on s'en est rendu compte et qu'ils ont pu nous le dire. C'était pas une volonté à la base, mais voilà, ça fait partie c'est un autre élément social et économique qui joue également. Du coup, maintenant, ça me permet de te poser un peu plus la question sur le produit. Finalement, c'est un peu ce matchmaking qui s'est fait un peu par hasard, parce que pour intégrer déjà ce tissage à la basket, voilà, c'est déjà un petit peu une idée. Ça vous a aussi permis de vous démarquer par rapport à tout l'univers de la sneakers, hein, qui est juste hyper vaste, et puis savoir se réinventer, c'est pas chose facile. Donc là, vous avez réussi à prendre un super virage dès le départ. Enfin, pas un virage, pour vous, c'était une seule direction, mais je veux dire, c'était une nouvelle proposition de produits et de valeurs. Et en fait, aujourd'hui, comment cette collaboration permet de continuer de développer des produits qui soient uniques, qui soient qualitatifs, et puis en même temps, et ça c'est aussi un truc que vous avez viscéralement intégré, c'est cette non-appropriation culturelle, c'est de pouvoir finalement
intégrer et puis pouvoir parler de cette culture qu'est la culture vietnamienne. Ouais, ça en effet c'était important pour nous. Donc nous on a basé l'identité, la signature de la marque sur ces bandes de tissu ethnique. Comme tu l'as dit, il y a énormément de concurrence dans la mode, il y en a de plus en plus depuis maintenant quelques années. Aujourd'hui, il y a les valeurs qui prédominent dans la plupart des nouvelles marques, et tant mieux. Après, ça reste de la mode et pour se différencier, c'est avant tout le produit qui va différencier. On a fait ce choix clivant de mettre des motifs ethniques sur nos chaussures. On aime ou on n'aime pas, mais c'est notre identité et c'est ce qui nous différencie et ce qui fait aussi que, et ça arrive souvent, dans la rue, on nous dise « Ah, j'ai croisé Dengo » ou « Tiens, j'ai vu qu'il y avait un tel avait Dengo », etc. Parce qu'on les reconnaît facilement, on a une identité qui est facile à reconnaître. Donc ça, c'est quelque chose qui est volontaire et qui est important pour nous, tout en se dégageant en effet du fait que ce ne sont pas nos tissages, c'est les tissages des artisans. On n'a pas cherché à reprendre leur motif en le faisant de façon industrielle. On le voit sur la chaussure, on le sent à la main, c'est leur tissage. Ce sont elles qu'on met en avant, leur travail. La façon dont ce qu'on a fait avec elles, au tout début, on est parti de leur tissage qu'elles faisaient déjà sur justement les accessoires pour le milieu du tourisme. Donc c'était des motifs qu'on retrouvait sur notre collection qu'on avait lancée sur Kiss Kiss Bank Bank en 2017. Il y avait quand même des complications dans la façon de faire derrière la chaussure, puisqu'en fait c'était des bandes, donc il fallait vraiment ensuite venir découper les bandes de façon assez millimétrée, et la bande n'étant pas la même taille entre un 36 et un 46, ça complexifiait les choses. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose d'homogène, en fait de linéaire, où on vient découper un peu comme on veut dans le motif, et suivant la taille du motif, ça reste joli. Et donc c'est là où, avec notre designer, Alex Rosset, à l'époque, celui qui a designé la Saigon classique, qui est encore notre best-seller aujourd'hui et qu'on a sorti en 2018 sur Ulule, on s'est dit, on va designer, nous, des motifs et travailler avec elles sur ces motifs ethniques, ces nouveaux motifs ethniques pour eux. Donc, on arrivait avec des versions numériques et on leur disait, voilà, comment est-ce qu'on peut réussir à intégrer ça de façon sur vos métiers à tisser. Donc, en fait, c'est très... faut imaginer, c'est des fils qui s'entrecroisent, donc il faut imaginer la chose de façon très pixelisée, c'est-à-dire que dès qu'on a des formes arrondies et autres, c'est compliqué de le faire. Donc nous, il fallait que ce soit assez simple à réaliser. Et donc voilà, on a travaillé avec elle là-dessus. C'était hyper intéressant parce que pour elle, c'était valorisant et ça changeait. Et donc maintenant, on travaille comme ça sur chacune de nos collections. On vient co-créer des motifs ethniques entre notre designer et les artisanes sur quelque chose qui est facilement réalisable et où on peut passer du numérique au travail à la main. Donc voilà, donc toutes nos collections maintenant sont comme ça, et c'est pour ça qu'on retrouve des motifs assez linéaires et sans forcément forme arrondie. Mais voilà, pour garder ce côté à la main, tissage à la main qui nous importe beaucoup. Et là, on est en train de travailler avec elle, justement, pour continuer sur la partie innovation, sur une tige. Donc la tige de la chaussure, c'est tout le haut de la chaussure. Il y a la semelle en caoutchouc et il y a tout le haut qu'on appelle la tige. Et on essaye de faire une tige 100% faite à la main. C'est-à-dire que les artisanes n'auront pas que la partie motif qui nous caractérise, mais vont pouvoir tisser toute la tige de la chaussure, donc sur une espèce de toile de coton grattée, qui fait un effet très joli, très naturel. On va pouvoir en plus travailler, on l'espère, sur l'indigo, voilà, ce genre de choses. Et en plus, faire une chaussure qui va être un peu plus sobre pour celles et ceux qui aiment moins la partie motif, la partie colorée, voilà. Donc, c'est pas encore tout à fait au point, c'est pas encore tout à fait officiel, mais c'est des choses sur lesquelles Ronan travaille pour faire quelque chose de super sympa avec les artisans. Eh ben, vous êtes inventif, hein, parce que déjà là, le dernier modèle, le modèle 80s, là, rétro années 80, déjà là, la tige, vous avez changé un petit peu la languette en racontant l'histoire de Ngo, donc
c'est des choses qui marquent, quoi, parce que ouais, c'est pas juste refaire ce que les autres font déjà, vous êtes toujours avant-gardiste. Donc, alors, je ne sais pas si on est avant-gardiste, mais en tout cas, il faut absolument que nous, on apporte de la nouveauté pour nos clients parce que la mode, ça va vite, donc il faut sans cesse avancer et innover avec nos moyens parce que innover, ça coûte cher et il faut pouvoir avoir des moyens financiers et humains pour ça. Tout en ne faisant pas non plus n'importe quoi où on rentre dans un logique de 1000 collections à la saison. Non, c'est pas ça. On reste dans un modèle, nous, on cherche à avoir des collections permanentes. Donc, quand on lance une collection, on veut qu'elle soit pérenne dans le temps et avoir plutôt un choix restreint de couleurs ou de matières, mais avoir des choses qui durent. Je parlais tout à l'heure de la collection Saigon qu'on a sortie en 2018. On l'a toujours aujourd'hui avec les mêmes coloris et c'est toujours notre best-seller. On a apporté de la nouveauté un peu depuis, mais voilà, c'est notre bon exemple et c'est ce qu'on essaye de faire sur chacune de nos collections. Et donc, c'est notre façon de développer des produits qui vont être uniques, qui vont faire qu'on apporte de la nouveauté à nos clients et pour autant, on garde notre identité, on s'en éloigne pas. Certains voudraient des modèles tout simples, tout blancs. Bah ouais, mais si on fait ça, on se différencie plus et on ressemble à tous les autres et c'est pas ce qu'on veut. Et je pense que c'est pas ce que veulent les gens en venant chez Ngo. Si quelqu'un veut une basket toute blanche, il y a plein d'autres marques avec des belles valeurs qui le proposent. Et nous, aujourd'hui, on propose des choses un peu plus osées, un peu plus colorées. Voilà. Mais c'est aussi notre façon de voir les choses et je pense que c'est aussi notre personnalité avec Romain. En tout cas, je retiens, du coup, le modèle Saigon, c'est le modèle iconique de Ngo Shoes. Ouais, carrément. Encore dans 10 ans. Et je t'avoue qu'il y a des fois, on ne comprend pas trop pourquoi. Enfin, pourquoi. Si, le modèle est beau, il a un prix de marché qui est convenable et tout, mais tu sors plein de choses, plein d'autres formes qui sont toutes aussi belles. Et toi, tu dis, bon, là, ça va venir un peu tempérer le modèle Saigon, quoi. Et non, ça reste le modèle iconique et notre best-seller et c'est assez fou. Et d'ailleurs, on est en train de préparer une V2 enfin de ce modèle-là. On a questionné, alors on a lancé depuis un an la co-création avec notre communauté, clients ou non clients, dans le but de travailler avec eux les futurs produits Ngo de demain et répondre à une vraie demande, à une vraie problématique, pas juste sortir un modèle pour sortir un modèle. Donc là, on est revenu vers tous nos clients qui avaient la V1, il y en a des milliers maintenant, et on a pu avoir leur retour, savoir ce qu'il fallait améliorer. Et là, on sort la V2 normalement l'année prochaine, en 2024. Esthétiquement, ça restera proche parce que en fait, ils nous ont dit qu'elle était encore d'actualité et qu'ils aimaient encore ce modèle, mais on va apporter des nouveautés, améliorer certaines matières pour les rendre plus solides, plus durables, faire des choix sur la plupart des choix qu'on va faire, esthétiquement, encore une fois, ça reste pareil, ça va plus se diriger vers comment on fait pour rendre la chaussure plus solide, plus durable, plus confortable. Voilà, c'est vraiment là-dessus qu'on va apporter les choix de la V2. Tu vois, là, on a déjà une partie de la réponse sur la problématique qu'on a posée en début de live. C'est finalement une manière de lutter contre la fast fashion, c'est d'avoir un modèle qui arrive à cartonner et d'année en année et pas être tout le temps à… Alors, bon, vous rajoutez quand même cette contrainte d'essayer de l'améliorer, de le faire durer. Ça me fait penser aussi un petit peu à Loom, c'est être à la V10 du même produit, mais au moins c'est le produit qui dure et c'est une manière de lutter aussi contre une forme d'obsolescence programmée qui vient typiquement de la fast fashion. Oui, complètement, c'est ça. Et tu vois, on a lancé depuis plusieurs années maintenant notre fin de série sur le site internet où le but c'est qu'il y ait le moins de modèles possible. Il y en a généralement 6-7 sur des mauvais choix sur des matières, des coloris ou autres. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est souvent dès qu'on sort de choses basiques, notamment sur les couleurs, en fait, aujourd'hui, on n'a pas le volume et c'est pas la volonté de la marque d'avoir des choses très de saison. Et en fait, c'est souvent ce qu'ils se retrouvent sur l'outlet. Donc, nos clients, la plupart du temps, ils recherchent des choses, des couleurs assez basiques et on tourne toujours un peu les mêmes. Alors oui, tu as des effets de mode, c'est certain, mais finalement,
on a pas mal appris de ça et aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est nos coloris, les coloris qui sont intemporels, quoi. Ouais, il y a le côté coup de cœur qu'on peut avoir quand on voit le modèle, le prototype, et après, au final, les gens reviennent sur quelque chose de beaucoup plus simple, plus épuré, quoi. Ouais, exactement. Et ça, tu l'apprends avec le temps, le côté où quand tu proposes les échantillons, tout le monde dit ah c'est génial, c'est beau, machin. Et après, ils vont aller vers le bleu marine ou vers le bordeaux. Et donc, faut en effet des fois tempérer entre. Moi, souvent dans les sondages, ce que je dis comme question, ce qui est la grande différence dans la question qui est importante de noter, c'est pas est-ce que ce modèle vous plaît, c'est est-ce que vous êtes prêt ou prête à acheter ce modèle. Parce que ce que ça plaît, oui, souvent tu vas dire bah oui, ça me plaît. Maintenant, est-ce que tu es prêt à l'acheter pour les valeurs, avec ce prix, avec cette couleur, voilà. Et là, tu notes quand même une différence profonde. Et c'est ça qu'on veut savoir, c'est avant de lancer, avant de produire un modèle, est-ce qu'il va se vendre, est-ce que vous allez l'acheter, oui ou non, avec ce coloris, avec ce prix-là. Voilà, c'est ça qu'on va venir valider avant de lancer quoi que ce soit. Bah, du coup, là, comme on est sur LinkedIn, on s'adresse aussi plus à une cible de professionnels ou de gens qui s'intéressent par le côté un peu entrepreneurial de ce secteur. Donc, est-ce que tu peux nous reparler rapidement un peu des difficultés, enfin d'une difficulté qui te viendrait en tête, que vous avez dû surmonter pour pouvoir intégrer finalement l'artisanat dans un modèle soutenable? Alors, tu parlais du tissage là, avec ces découpes. Est-ce que tu penses à autre chose? Oui, il y en a plusieurs. Alors déjà, la première chose, ça a été de nouer une relation avec ces coopératives. La première fois qu'on est arrivé, quand Ronan est arrivé, un Européen, enfin un Français qui arrive, qui veut faire du tissage pour de la chaussure. Bon, elle prenait un peu comme pour un illuminé, je pense. La confiance, elle n'a pas été là tout de suite. Il y a quelque chose qui témoigne de ça. C'est au début, quand il allait dans les villages, c'est assez reculé. Tu n'y vas pas pour la journée, tu y vas pour plusieurs jours. Il dormait dans la ville d'à côté à l'hôtel. Ensuite, il a été invité au village en payant. Et puis, au bout de quelques années, maintenant, on est invité gracieusement. On est invité aux fêtes du village. Voilà, on partage aussi des moments de vie avec les artisanes. Donc, la première chose, ça a été de créer cette confiance mutuelle. Voilà. La deuxième, c'est d'un point de vue barrière de la langue. Elle parle vietnamien, voire un dialecte vietnamien. Elles sont dans des villages au nord, c'est pas le même vietnamien que le sud. Donc, pour se comprendre sur des choses techniques comme les tissages, par les centimètres, par les motifs, etc., là, il y avait quand même une barrière importante et il a fallu que Ronan s'adapte à ça et progresse là-dessus. Et aujourd'hui, il n'y a aucun problème, mais ça n'a pas été évident au début pour lui. Et ensuite, il y a eu le côté... donc ça, c'est les artisans. Après, on se source également au Vietnam avec le reste de nos fournisseurs de manière à garder cette transparence et cette connaissance de nos fournisseurs, hein, puisqu'on veut travailler sans intermédiaire. On a un salarié sur place, Vin à Ho Chi Minh, qui est notre ingénieur chaussures, et qui fait le lien, le pont avec tous nos fournisseurs. Et donc, c'est pour ça qu'on veut se sourcer localement des artisans jusqu'à l'assemblage final de la chaussure. Et l'assembleur final, c'était nouveau pour lui aussi. D'habitude, lui, il a l'habitude de choses assez basiques, assez classiques. Là, on lui demande de travailler avec du tissage. Il ne l'a jamais fait, avec une bande sur le côté. Bon, c'est un peu particulier. Techniquement, c'est un peu nouveau. Donc, il a fallu aussi l'accompagner et le rassurer là-dessus, parce que c'était pas quelque chose qui rentrait dans des cases ou dans des normes. Donc ça a été également quelque chose de nouveau pour nous. Et puis une dernière chose à laquelle je pense, c'est le délai, c'est-à-dire qu'au début, on lançait donc une production à chaque saison et on faisait une commande en fonction de cette production aux artisanes. Sauf que c'est du travail à la main, c'est dur d'estimer le temps nécessaire et des fois ça décalait le reste de la production et donc nos livraisons et nos ventes et nos précommandes, etc. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que très vite, on allait en fait travailler toute l'année avec elles, ce qui leur permet d'assurer un travail et un salaire mensuel. Donc tous les mois, on a une facture qu'on paye en fonction des commandes qu'on fait. Et nous, de faire un stock
qui nous permet d'être plus réactifs sur nos productions et donc de diminuer le temps de production et le temps d'imprévu et donc d'assurer une date de livraison à nos clients et notamment aux magasins avec qui on travaille. Donc ça, ouais, il a fallu l'apprendre avec le temps et arriver sur, justement, tu parles d'un modèle soutenable, là c'est un modèle économique et logistique soutenable. Ok, super, merci. Je pense que c'est des conseils que beaucoup d'entrepreneurs peuvent prendre aussi à leur compte, c'est créer ce climat de confiance et c'est pas y aller en force, mais au contraire essayer de créer des relations durables. Ça fait partie aussi des ODD. C'est des choses qu'on audite aussi dans l'audit que vous faites depuis 2018 avec nous. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus du business parce que là, vous êtes aussi à un moment un peu clé du développement de Ngo. Donc, je voulais savoir un petit peu comment, là, aujourd'hui, Ronan et toi, vous avez envie, et toute l'équipe, envie de démultiplier l'impact de Ngo. Ouais, donc là, on est dans notre 6e année aujourd'hui. On a eu donc 5 bilans, toujours en croissance, toujours rentable. Donc, c'est des bons indicateurs pour nous et qui montrent la pérennité du business model. Et c'est important, on reste une entreprise commerciale. Mais on sent aussi qu'on arrive à une certaine forme de transition. On a plein d'idées, plein de projets. J'en ai parlé de certains avec Ronan. Et pour les mener à bien, ça demande des moyens financiers, des moyens humains. Aujourd'hui, on est 10 dans l'équipe chez Ngo. Je pense qu'on serait 20, ce serait pas de trop. Mais voilà, il faut faire les choses étape par étape comme on l'a toujours fait. Et on n'a jamais ouvert le capital avec Ronan. On est à 50-50. On s'est toujours fait financer par les banques, par des réseaux comme Réseau Entreprendre ou Initiative France ou France Active, ou là encore la BPI. Et là, on arrive sur des montants, donc pour ne rien trahir, on fait un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et on arrive sur des montants où si on veut continuer de se développer et mener à bien nos différents projets, eh bien, on a besoin de plus de fonds, des fonds que seule la banque ne peut pas nous apporter. Donc, on a fait ce choix l'été dernier d'ouvrir le capital social de Ngo pour la première fois pour 3 axes principaux. Continuer notre développement à l'international. Aujourd'hui, on fait 1/4 de notre chiffre à l'export, notamment sur la zone germanophone, et on a envie de continuer d'intensifier ça, avec notamment des projets en Australie. La bagagerie, où on a lancé des sacs à dos il y a quelques années, c'est très timide dans la gamme qu'on propose et c'est exclusivement B2C, donc pour le site internet. Mais on a envie aujourd'hui d'aller plus loin, d'avoir une plus large gamme, avec de l'innovation, avec une compatibilité pour la mobilité douce qui répond à un besoin de nos clients. Et troisièmement, l'innovation. On a envie comme je disais tout à l'heure, d'avoir plus de budget pour ça, pour tester des choses, pour développer la nouvelle tige artisanale avec les artisanes, d'aller plus loin sur des matières recyclées ou naturelles ou biosourcées, pour diminuer in fine l'impact carbone de nos produits qu'on mesure chaque année d'ailleurs et qu'on publie sur notre site internet. Voilà, donc pour tout ça, on a besoin de moyens et donc c'est ce qu'on va chercher à travers cette levée de fonds qui devrait, je l'espère, se clôturer à la fin de l'été autour de 1 500 000 avec une partie dette et une partie capitaux propres. Et sur la partie capitaux propres, par contre, on ne voulait pas faire n'importe quoi, entre guillemets, et on voulait, y compris même dans notre ouverture de capital et notre gouvernance de demain, faire les choses de façon éthique et que ça rejoigne nos valeurs. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas souhaité aller voir, je grossis le trait exprès, mais un fonds de pension américain ou que sais-je, mais on a voulu ouvrir le capital à des acteurs locaux et des gens qu'on connaît et qui nous soutiennent. Donc, on a 2 acteurs principaux, des business angels, notamment de réseaux de Nantais ou de la région des Pays de la Loire, là où on est basé, à Nantes, et Lita.co, qu'on connaît depuis le début de Ngo, puisqu'ils se sont à peu près créés en même temps que nous. Et c'est donc une plateforme de crowdfunding en investissement durable. Et nous, ça nous permet d'ouvrir le capital à qui le souhaite, à partir de 100 €, un investissement qui est défiscalisable, de l'ouvrir à nos clients, de l'ouvrir à nos proches, de l'ouvrir à nos salariés,
ou de l'ouvrir à toute personne de l'ITA qui découvrirait le projet Ngo. Voilà, c'est une façon, à mon sens, saine et viable à long terme d'ouvrir le capital et de construire la marque de demain en restant aligné sur nos valeurs tout en continuant de nous développer. Bah, du coup, tu m'as un tout petit peu devancé. J'allais te demander pourquoi avoir choisi de faire une collecte de fonds avec l'ITA. J'ai mis aussi dans le bandeau inférieur le lien. Hein, j'espère que j'ai le bon lien. Normalement, j'étais sur le site juste avant. On pourra le mettre aussi en commentaire pour les gens qui iront en replay. Pour qu'ils puissent aussi retrouver, parce qu'il y a toute une description de ce que vous voulez faire. Mais du coup, c'est peut-être un petit peu, si tu veux, j'avais une autre question par rapport à cette levée de fonds, c'est pourquoi avoir attendu 6 ans? Parce qu'il y a des marques qui font ça, allez, je lance mon truc, au bout d'un an et demi, tout de suite, je veux changer d'échelle. Vous avez plutôt cherché à sécuriser un maximum de choses. Donc, pourquoi avoir attendu 6 ans et pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, c'est le bon moment? Parce qu'on a toujours voulu faire les choses étape par étape avec Ronan, ne pas se brûler les ailes. On a toujours été en développement. Maintenant, en effet, au bout de 5 ans, on fait 1 million d'euros. La 4e année, on a atteint le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Oui, en faisant une levée de fonds dès le début, on serait peut-être à 5, mais on cherche pas à courir après les chiffres. Nous, il y a quand même quelque chose d'assez structurel dans notre secteur. Alors là, je vais parler un peu de termes techniques, mais comptable, c'est le besoin en fonds de roulement. Donc, c'est autrement dit, on avance notre production, donc la trésorerie, pour payer notre production au moment où le conteneur part du Vietnam. Et après, on va avoir un mois et demi en mer. On va avoir le temps d'expédier nos commandes à nos clients B2C ou à nos magasins. Nos magasins nous payent en moyenne à 30 jours fin de mois. Ce délai entre le moment où on paye le conteneur et ce moment où on encaisse les factures de nos magasins, ça s'appelle le besoin en fonds de roulement. Il faut pouvoir l'avancer et à chaque fois en fait qu'on passe des caps, des paliers, qu'on produit plus, qu'on vend plus, c'est toujours plus d'argent qui est immobilisé, de trésorerie qui est immobilisée. Et ça, il faut pouvoir le faire. Et si on était passé de 150 000 euros à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires d'un coup, ou quasi, ça aurait été un énorme stress et une insécurité pour l'entreprise. Donc, le fait de l'avoir fait petit à petit, en allant chercher à chaque fois des leviers bancaires ou auprès de réseaux comme Réseau Entreprendre et autres, toujours avec des montants plus importants au fil de l'avancée et de la croissance de l'entreprise, c'était une façon, à mon sens, pérenne et sécurisée de développer l'entreprise. Maintenant, on arrive sur des montants où aujourd'hui, on ne peut pas demander 1 500 000 à la banque, que si on leur demande 500 000, ça ne suffit pas à vraiment continuer notre développement, ça va assurer l'existant, ça va maintenir l'existant, mais on ne pourra pas mener tous nos projets de développement. Et on sait que dans un secteur aussi concurrentiel que celui de la mode, si on n'avance pas, je pense qu'on finit par mourir à petit feu. Il faut sans cesse innover, bouger et être dynamique, sans pour autant tomber dans les travers de la fast fashion. Hein, c'est pas ce que je dis. On peut rester dans nos valeurs et c'est ce qu'on propose à nos clients. Et c'est ce qu'on a voulu faire du coup en ouvrant le capital à qui veut sur lita.co. Ils sont connus pour leurs valeurs qu'on partage et donc toute personne. Donc là en ce moment on est en pré-collecte. Donc on peut en fait donner ses intentions d'investissement, ça n'engage pour le moment à rien et à partir normalement de début juillet jusqu'à fin juillet, on va être en période de campagne où là les gens vont transformer leurs intentions d'investissement en investissement ou directement en investissant, pour ceux qui ne sont pas passés par la phase de pré-collecte, et pour acquérir des actions de Ngo Shoes, une ou plusieurs actions de Ngo Shoes, à partir de 100 €, donc ce qui permet que ce soit accessible à tout le monde, avec différents avantages. Alors, je vais parler des sujets financiers, il y a, le côté défiscalisable, 25% défiscalisable de ses revenus. Il y a également la potentielle plus-value à la revente. Nous, on propose un horizon de 5 ans, mais on peut gagner plus, mais on peut aussi tout perdre. Hein. C'est tout
le risque que compose d'investir dans une Je pense entreprise. qu'il y a des choses plus risquées que investir chez Ngo Shoes. Oui, je pense aussi, j'espère en tout cas. Mais on a prouvé qu'on était rentable et viable depuis maintenant 6 ans. Mais bon, voilà, on est obligé de le dire, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis, donc ça, c'est pour les sujets financiers. Après, nous, ce qu'on propose, c'est plus que ça. On veut vraiment que les gens se sentent fiers d'aller plus loin dans l'accompagnement de la marque. Certains nous connaissent depuis 6 ans, achètent des baskets et en parlent autour d'eux. Et ben là, ils peuvent devenir actionnaires, propriétaires d'une partie de Ngo Shoes. Ils vont avoir un droit de vote, ils vont avoir des AG, voilà, ils vont être vraiment au cœur de l'entreprise à travers l'ITA. Et c'est ça qu'on leur propose, et d'investir dans une marque de slow fashion, essayer de changer à notre échelle l'industrie de la mode et celle de la fast fashion. Et après, on leur prévoit un espace club VIP, un peu, voilà, membres privilégiés en fonction des montants investis, avec différents avantages qu'on peut retrouver sur justement lita.co ou sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Ouais, il y a plus d'infos sur tout ça pour ceux que ça intéresse. Voilà, à mon sens, c'est une façon. De quoi? Un petit exemple peut-être. Un petit exemple pour ceux qui investissent. Alors là, on est sur des montants un peu plus importants, mais pour ceux qui investissent 5 000 € et plus, on leur propose une paire customisée. Donc en fait, on travaille avec un artiste local qui est basé à Saint-Malo en Bretagne. On a déjà fait quelques collabs pour des demandes spécifiques d'entreprises, de notre réseau ou autres. Et en fait, il fait du travail à la main sur sneakers, des choses hyper jolies, hyper quali. Et on peut en faire un modèle unique et customiser ce qu'ils veulent, ce que la personne voudra sur la paire de Ngo, alors dans la mesure du possible, évidemment, techniquement parlant. Mais voilà, c'est le genre de petites attentions, de petits détails qu'on propose. Et puis après, pour des montants plus inférieurs, c'est un code promo unique, valable pendant une durée limitée, mais qui leur permet je pense que c'est normal si demain ils veulent acheter une paire de Ngo, ils ont déjà investi dans l'entreprise, qu'ils aient une petite réduction. Alors ça reste à l'échelle de nos marges, mais c'est pas du moins 50%, mais c'est toujours un avantage important. Et puis on veut faire de plus en plus d'événements physiques avec eux. Et là, l'AG annuel ou autre, ce sera des moments de faire un peu plus d'événements, de soirées, comme on a pu faire pour nos 5 ans. Et tu étais là, Thomas, avec Héloïse. Voilà, ce genre de bons moments, on espère les réitérer plus souvent. Et du coup, ils seront bien évidemment tous invités à ce genre d'événement. Ah super événement. Handball Club de Nantes, donc ça c'est vrai que c'est un chouette moment. Effectivement, c'est une autre manière de s'impliquer que juste soutenir une marque en achetant ses produits, c'est aussi participer finalement à son développement économique. Écoute, on a déjà été très complet en 45 minutes. Je propose à ce qu'on passe à une phase de questions-réponses. J'ai vu un petit commentaire pour l'instant, mais Michael Duvet qui nous salue, donc moi ce que je propose c'est on peut pas vous répondre dans le chat, vous pouvez poser vos questions directement dans le chat LinkedIn, on reçoit les questions, il y a un tout petit délai, mais j'ai préparé, j'ai eu une question notamment sur Instagram qui était quelles sont les stratégies mises en place par Ngo pour sensibiliser les consommateurs à l'importance de soutenir l'artisanat et d'adopter des choix plus responsables? Donc là, on revient sur la thématique, mais je trouvais cette question intéressante. Alors, dans notre communication, donc c'est Caroline qui est chez nous à la com et qui a pas mal bousculé les choses là-dessus. On essaye de plus en plus on fait de plus en plus de la communication, pas que orientée produit, pas que orientée vente. On va parler un peu du bac, des making-of, de ce qui se passe au Vietnam à travers les photos, des vidéos. Là, on vient de sortir tout juste notre blog. Enfin, un tout nouveau blog, on va sortir des articles, et vraiment des articles de fond, où on vient parler de mode éthique, de transparence, du Vietnam, des artisans. Donc, c'est apporter du fond. Je pense qu'aujourd'hui, on manque cruellement de fond dans les différents médias, on va dire classiques qu'on retrouve.
Donc, c'est apporter plus de choses que ce qu'on peut juste mettre sur la fiche produit d'un site internet ou les caractéristiques. Il faut que ça reste assez direct et succinct. Et ben là, on va pouvoir apporter un peu plus de fond que je peux apporter, par exemple, des fois en podcast et qu'on relaie à chaque fois. Et donc, cette communication, on va la retrouver à travers notre newsletter, on envoie ça à notre base une fois par semaine, tous les samedis, avec des sujets justement autour de la mode éthique et pas que. On va trouver ça sur notre blog, donc qui vient de sortir, et on va publier pas mal d'articles. Et on va retrouver ça, comme je disais, dans des podcasts que nous, on a pu faire et auxquels aussi des podcasts dans lesquels on est invité. Donc, c'est une façon, nous, Vous l'aviez lancé en 2021, le podcast? Ouais, c'est ça, on avait lancé une saison en 2021. Il y aura peut-être une saison 2 qui sortira. Il faut qu'on prenne le temps de le faire. Mais voilà, c'est une façon de communiquer différemment, de sensibiliser aussi nos clients et non-clients à tout ça et donner plus d'infos. Je crois qu'aujourd'hui, le gros problème de la mode, c'est l'opacité. Il y a un manque de transparence. Souvent, les consommateurs disent on n'y comprend rien, on ne voit rien. Et en effet, c'est très technique. C'est qu'aujourd'hui, sur l'étiquette, il y a Made in, c'est tout. On voit le fabriqué où? En France, au Vietnam, voilà. Mais c'est rien comparé à tout ce que représente la mode. Il faudrait savoir d'où viennent toutes les matières premières, par qui elles ont été faites, voilà, remonter toute la filière de production. Et ça, le fait de se sourcer au Vietnam sans intermédiaire, en connaissant nos fournisseurs, avec une personne sur place, et Ronan qui connaît bien le pays, qui devrait d'ailleurs y retourner vivre à l'été 2024, nous, on est capable de faire ça. Et ça, on va essayer de le mettre de plus en plus en avant avec des systèmes de QR code, à travers notre blog, à travers tout un tas d'outils de communication pour apporter cette transparence aux clients et pas juste avoir les caractéristiques techniques classiques d'une chaussure. Non, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on soit pionnier et précurseur là-dessus. Et dans le même temps, ça montre aux consommateurs toute la complexité de la mode et que c'est pas si simple que ça et que c'est pas juste pourquoi vous faites pas Made in France. Il y a toute une réflexion derrière qu'on veut nous étayer mais pour ça il faut montrer patte blanche à tout le monde et montrer tout ce qui se passe en coulisses. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup et on essaye de communiquer le plus possible sans non plus noyer derrière un tas d'informations. Il faut quand même que ça reste compréhensible pour le grand public. Écoute, merci pour ces explications complètes. Il n'y a pas d'autres questions qui soient arrivées entre-temps. Alors, je vais t'en poser encore une. Et puis, si ça te va, si entre-temps, il y a des questions qui arrivent, sinon on clôturera après. Est-ce que, justement, pour en revenir sur la levée de fonds, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu? Comment est-ce que ça va être utilisé pour soutenir finalement le développement de Ngo? Ouais, donc comme je disais, il y a 3 leviers principaux qu'on souhaite mener. C'est notre développement à l'international, c'est le développement d'une plus large gamme de bagagerie et accessoires, et c'est plus de moyens dans l'innovation et la R&D pour améliorer notre impact environnemental, social et sociétal, notamment l'impact carbone de nos produits. Ça, c'est les 3 leviers d'action. Comment ça va se mettre en place? On a des recrutements à faire. Quelqu'un en marketing produit, on va rechercher normalement à partir de septembre, à la rentrée, un ou une chef marketing produit qui aura une vision transversale sur l'ensemble de nos activités, comme marketing, développement produit, commercial, etc. On va avoir besoin d'agrandir l'équipe au Vietnam aussi, sur la partie prod, développement produit, technique, chaussures, bagagerie. Et puis avoir plus de moyens pour se faire connaître, pour augmenter notre notoriété. Donc ça touche à des leviers de communication, de marketing, et aussi des leviers commerciaux, puisqu'on est présent sur Internet, évidemment, sur le site Internet, mais pas que. On a toujours voulu, avec Ronan, être omnicanal, et très vite, on a été présent, revendu en magasin, donc en wholesale, pas de nos boutiques, mais des boutiques qui revendent nos produits.
des grands comptes, mais aussi des indépendants, boutiques de chaussures, prêt-à-porter ou encore des concept stores. Et pour se faire connaître auprès d'eux, pour mettre en place des partenariats avec ces boutiques en France et en Europe, et il faut aussi plus de budgets commerciaux, participer à des salons, recruter nous et renforcer notre équipe commerciale en interne. Voilà, donc tous ces leviers-là, c'est les choses qu'on va commencer à mettre en place en septembre. Alors, on ne va pas tout claquer d'un coup, ça ne va pas se faire comme ça en un mois. Hein. C'est un projet sur les 5 prochaines années. Donc, ça va se faire petit à petit, encore une fois, étape par étape. Je maintiens l'idée qu'on ne doit pas se brûler les ailes et on doit continuer de grandir étape par étape. Et donc, voilà, ça va être des leviers à la fois humains et des budgets qui vont augmenter pour servir l'activité sociale et économique de l'entreprise. Donc, à la fois renforcer nos valeurs, aller plus loin, notamment sur la dimension éco-conception, éco-responsabilité de nos produits, tout en renforçant la pérennité de l'entreprise, puisqu'encore une fois, on a un business model qui repose sur la vente de nos chaussures. Donc, c'est tout le paradoxe et c'est ce avec quoi il faut qu'on compose en allant vers et en restant sur une slow fashion et absolument pas tomber dans les travers de la fast fashion. Et voilà, encore une fois, notre mode de développement et de façon d'ouvrir le capital nous permet aussi de sécuriser tout le monde à ce niveau-là. Bah, écoute, super clair. Je pense que de toute façon, s'il y a des gens après qui ont des questions sur la partie levée de fonds, ils peuvent prendre contact avec vous via la page LinkedIn, via Instagram. Enfin, toute l'équipe est réactive. Il y a plein de détails sur la page Lita. Donc, on mettra le lien en commentaire en dessous du replay. N'hésitez pas à aller voir. Là, je repasse aussi un petit message parce que je tiens quand même aussi à vous féliciter en tant que marque labellisée depuis 2018, parce que nous, on a aussi pu constater votre engagement sans faille à toujours essayer de vous améliorer. Donc, bravo à vous, à Ronan et à toi, et puis à toute l'équipe, parce que vous faites un super boulot. On est là pour aussi vous challenger. Ça, c'est un peu aussi notre responsabilité en tant que label. Mais voilà, c'est une chose importante. Et puis, je sais que la manière que vous faites, même avec cette levée de fonds, cette campagne de financement, elle est réfléchie, elle est maturée, la gouvernance est sécurisée pour justement pas faire tout et n'importe quoi. Parce que 2022, on a vu tellement de marques qui avaient fait des levées de fonds se cramer les ailes, et je sais que c'est pas du tout ce que vous allez faire. Donc, je vous dis je croise les doigts. Je sais que la campagne va fonctionner et puis que vous allez exploser les compteurs comme à chaque fois. J'espère aussi. En tout cas, merci Thomas de ton soutien et de ce live qui permet nous d'en dire un peu plus et voilà, de revenir sur différents sujets. Et donc, pour en effet, celles et ceux qui sont intéressés à devenir actionnaires de Ngo, rendez-vous sur la page lita.co où il y a tout un tas d'informations sur ce qu'on veut faire, sur la partie financière et autres. Vous pouvez poser des questions en FAQ de cette page lita.co et vous pouvez aussi, bien évidemment, nous contacter en effet sur nos différents réseaux sociaux, principalement Instagram et LinkedIn, pour en savoir plus. On est là pour répondre aux questions, pour rassurer, pour accompagner et en espérant on fasse un bon bout de chemin ensemble dans cette aventure Ngo et là en étant plus qu'un client puisque vous deviendrez ambassadeur, actionnaire de Ngo Shoes. Merci beaucoup Kevin d'avoir pris le temps de parler à notre communauté. Écoute, on sait comment vous retrouver sur le site Ngo, sur Slow-We-Are et bien sûr aussi sur Lita. Donc, merci d'avoir pris le temps et puis je te dis à très vite pour d'autres bonnes nouvelles. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très vite. Merci Thomas, merci à tous.
Bonne soirée à toutes.